Ma meilleure amie m'a appelé en pleurs, disant qu'elle avait échappé à un copain violent et qu'elle avait besoin d'un endroit où loger. Alors je l'ai laissée emménager dans ma chambre d'amis, mais elle a commencé à porter mes vêtements et à flirter avec mon mari, et l'a embrassé pendant mon absence. Ma meilleure amie, Cassandra, et moi sommes proches depuis la fac, vraiment très proches. Le genre d'amitié où l'on connaît nos secrets les plus intimes et où l'on a tout traversé ensemble. Elle était ma compagne d'honneur à mon mariage il y a 3 ans, et j'étais censé être la sienne quand elle trouverait enfin l'homme idéal, mais apparemment, ça n'arrivera jamais à cause de ce qu'elle a fait. Cassandra a toujours eu un goût atroce en matière d'hommes. Et je dis bien atroce. Elle a toujours un faible pour les hommes les plus méchants et s'étonne qu'ils la traitent comme une ordure. J'ai été là pour elle à chaque rupture, à chaque chagrin d'amour, à chaque fois qu'elle s'est pointée à ma porte en pleurant à cause d'un loser qui l'a trompée ou maltraitée. Je l'ai toujours accueillie chez moi, parce que c'est ce que font les amis, non? Vous vous entraidez dans les moments difficiles et vous n'attendez rien en retour, si ce n'est de la loyauté et de la confiance. Il y a environ 6 mois, elle a commencé à sortir avec un nouveau mec, Lucas. Et dès le début, j'ai eu un mauvais pressentiment à son sujet, car il semblait bizarre, trop autoritaire et possessif, et il n'aimait pas que Cassandra passe du temps avec ses amis, moi y compris. J'ai essayé de la prévenir, mais elle était follement amoureuse et pensait qu'il était juste protecteur et romantique, ce qui aurait dû être un signal d'alarme. Mais Cassandra a toujours été naïve face aux hommes et à leurs véritables intentions. Les choses ont empiré au cours des mois suivants et Cassandra a commencé à annuler de plus en plus souvent mes sorties avec moi, car Lucas ne voulait pas qu'elle sorte sans lui ou avait prévu quelque chose pour eux à la place. Elle a arrêté de m'envoyer des textos et quand on se parlait, elle semblait différente, plus nerveuse, comme si elle regardait toujours par-dessus son épaule ou craignait de dire quelque chose de travers. C'est là que j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai essayé de lui en parler à plusieurs reprises, mais elle m'a toujours balayé du revers de la main en disant que tout allait bien et que Lucas traversait juste une période stressante au travail, donc il était un peu plus collant que d'habitude. Je n'y ai pas cru une seconde, mais je ne voulais pas non plus insister trop et risquer qu'elle s'éloigne complètement de moi, car je savais que si les choses tournaient mal, elle aurait besoin de quelqu'un vers qui se tourner, et je voulais m'assurer d'être toujours cette personne pour elle. Puis, il y a 2 semaines, elle m'a appelé vers minuit, en sanglotant hystériquement, et j'avais du mal à comprendre ce qu'elle disait à force de pleurer. Mais j'en ai compris assez pour savoir qu'il était arrivé quelque chose de terrible à Lucas. Elle a dit qu'il était devenu violent avec elle pour la première fois, qu'elle avait peur et qu'elle n'avait nulle part où aller parce qu'il savait où habitaient tous ses autres amis et qu'elle ne voulait mettre personne d'autre en danger. Mais elle s'est dit qu'elle pourrait peut-être venir chez moi, puisque Lucas n'y était jamais allé et ne connaissait pas mon adresse. Bien sûr, je lui ai dit de venir immédiatement. Et mon mari Karl m'a apporté un soutien indéfectible, même si cela signifiait qu'elle resterait dans notre chambre d'amis pendant on ne sait combien de temps, le temps de réfléchir à la suite des événements. Karl a toujours été favorable à mes amitiés, et il apprécie beaucoup Cassandra, même s'ils n'ont pas grand-chose en commun. Il a toujours été compréhensif quand je devais l'aider à traverser ses difficultés amoureuses. Cassandra s'est présentée à notre porte ce soir-là avec rien d'autre que ses vêtements et un petit sac contenant quelques affaires essentielles. Elle avait l'air vraiment affreuse, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours et pleurait depuis des heures. Elle avait un bleu au bras qu'elle essayait de cacher, mais je l'ai vue et j'ai eu le cœur brisé pour elle, car personne ne mérite d'être traité ainsi, quoi qu'il arrive. J'étais tellement en colère contre Lucas pour avoir blessé mon ami que j'ai voulu appeler la police sur le champ. Mais Cassandra m'a supplié de ne pas impliquer les autorités, disant que cela ne ferait qu'empirer les choses. Et Lucas avait des relations qui pourraient lui rendre la vie encore plus difficile si elle tentait de porter plainte. Je n'étais pas d'accord avec sa décision, mais je la respectais, car c'était son choix et mon rôle consistait simplement à être là pour elle et à lui offrir un endroit sûr pour guérir et réfléchir à ce qu'elle voulait faire ensuite. Les premiers jours se sont très bien passés et Cassandra semblait aller mieux. Elle mangeait et dormait mieux, et elle a même commencé à parler de prendre son propre appartement bientôt pour pouvoir repartir à zéro, là où Lucas ne la retrouverait jamais. Karl et moi l'avons encouragée à prendre son temps et à ne rien précipiter, car nous voulions qu'elle se sente complètement en sécurité et prête avant de prendre des décisions importantes pour son avenir. Mais ensuite, les choses ont commencé à devenir bizarres, et je ne sais plus exactement quand cela a commencé, car c'était si subtil au début que j'ai cru que j'étais juste paranoïaque ou trop protectrice de mon espace. Ça a commencé par des petits détails, comme le fait que Cassandra m'emprunte mes vêtements sans me demander. Et quand je l'ai mentionné, elle a fait comme si ce n'était pas grave et a dit qu'elle pensait que ça ne me dérangerait pas, vu qu'on partageait tout le temps nos vêtements à la fac. Le truc, c'est qu'on partageait des vêtements,
Mais c'était quand on était colocataire et étudiant pauvre qui n'avait presque rien à se mettre, pas quand on est adulte et qu'on vit chacun dans son appartement, chacun avec sa propre garde-robe et ses propres limites. Mais je ne voulais pas en faire tout un plat, parce qu'elle traversait une période difficile. Et je me suis dit qu'une fois qu'elle se serait remise sur pied et qu'elle aurait retrouvé son propre appartement, tout rentrerait dans l'ordre. Puis j'ai remarqué qu'elle passait beaucoup plus de temps à parler à Karl que nécessaire. Et je ne parle pas seulement de politesse ou de conversation pendant le dîner. Elle le recherchait activement quand je n'étais pas là et trouvait des excuses pour être dans la même pièce que lui. Au début, j'ai pensé qu'elle se sentait peut-être simplement seule et avait besoin de contact humain après avoir été isolée par Lucas pendant si longtemps. Mais quelque chose clochait et me mettait mal à l'aise. Karl travaille à domicile presque tous les jours et Cassandra est sans emploi en ce moment, car elle a dû quitter son ancien emploi parce que Lucas s'y pointait et causait des problèmes. Alors, ils sont tous les deux à la maison pendant la journée pendant que je travaille. J'ai remarqué qu'en rentrant, Cassandra racontait toujours comment Karl l'avait aidé, ou comment ils avaient regardé un film ensemble ou préparé le déjeuner ensemble. C'était toujours assez innocent, mais la fréquence de ces histoires me dérangeait. J'ai essayé d'en parler à Karl et je lui ai demandé s'il trouvait Cassandra un peu trop amicale ou collante, mais il a ri et m'a dit qu'elle était probablement juste reconnaissante de notre aide et qu'elle essayait d'être gentille. Il a dit que je réfléchissais trop et que j'étais peut-être un peu stressé d'avoir un invité aussi longtemps, ce qui affectait probablement mon jugement et me faisait voir des problèmes là où il n'y en avait pas. Je voulais croire qu'il avait raison, car je ne voulais pas être le genre de personne jalouse et méfiante pour un rien, surtout quand ma meilleure amie était dans une situation aussi vulnérable et avait besoin de mon soutien. Mais mon instinct me disait sans cesse que quelque chose n'allait pas. Et j'ai appris à me fier à mon instinct au fil des ans, car il est généralement juste, même quand je ne le souhaite pas. L'histoire des vêtements n'a pas arrêté, et la situation a dégénéré au point que Cassandra portait mes pièces les plus chères et même certains de mes bijoux sans me demander mon avis. Quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle s'est mise sur la défensive et m'a dit qu'elle ne me trouvait pas si matérialiste et possessive pour des choses sans importance. Elle m'a fait sentir mesquine et égoïste de me soucier de mes affaires, ce qui m'a vraiment blessé, car je lui rendais un immense service en la laissant rester chez nous. Puis il y a eu cet incident la semaine dernière, je suis rentré tôt du travail parce que j'avais mal à la tête et que je voulais m'allonger. Et j'ai trouvé Cassandra dans la cuisine, vêtue d'une de mes robes préférées, que je comptais porter à un dîner ce week-end-là. Elle préparait le dîner et, en me voyant, elle a pris un air coupable et a rapidement dit qu'elle avait renversé quelque chose sur sa chemise, qu'elle devait se changer et qu'elle espérait que ça ne me dérangerait pas qu'elle lui ait emprunté la robe. Mais voilà ce qui m'a vraiment dérangé dans cette situation. La robe était bien trop grande pour elle, car elle est plus petite que moi, et elle tombait bizarrement, ce qui laissait entendre qu'elle l'avait choisie spécialement parce qu'elle était à moi, et non parce qu'elle lui allait bien ou lui allait bien. J'avais l'impression qu'elle essayait de prouver quelque chose ou de faire passer un message. Et je n'aimais pas du tout ça. Je lui ai dit que ça me dérangeait vraiment et que j'avais besoin qu'elle me pose la question avant de prendre mes vêtements. Elle a pris une expression blessée et m'a dit qu'elle pensait que nous étions assez proches pour que ce ne soit pas un problème. Elle s'est mise à pleurer, à s'excuser et à dire qu'elle était tellement reconnaissante d'avoir à nouveau de belles choses à porter après que Lucas ait contrôlé tous les aspects de sa vie, y compris ce qu'elle avait le droit de porter. Je me suis senti terriblement mal de l'avoir fait pleurer. Mais je me sentais aussi manipulé. C'est là que j'ai commencé à prêter attention à son comportement avec Karl. Et j'ai remarqué qu'elle flirtait avec lui touchant le bras quand elle lui parlait, riant à toutes ses blagues, même les moins drôles, et trouvant des excuses pour être près de lui quand ils étaient dans la même pièce. Elle portait mes vêtements quand elle savait qu'il serait là, et elle s'est mise à se coiffer et à se maquiller tous les jours, même si elle n'allait nulle part, ce qui semblait être un effort considérable pour quelqu'un qui était soi-disant déprimé et traumatisé. J'ai de nouveau confronté Karl à ce sujet, et cette fois, j'ai été plus direct sur ce que je voyais. Il a admis que Cassandra avait été un peu plus susceptible que d'habitude, mais il a dit qu'il la trouvait juste amicale et peut-être un peu en quête d'attention à cause de ce qu'elle avait vécu avec Lucas. Il a promis d'être plus respectueuse des limites et de passer peut-être moins de temps seul avec elle quand je n'étais pas à la maison, ce qui m'a un peu rassuré, mais j'étais toujours inquiète. Puis le week-end dernier, j'ai dû partir travailler, juste un court séjour d'une nuit pour rencontrer des clients, et j'ai failli annuler, car je ne me sentais pas à l'aise de laisser Karl et Cassandra seuls aussi longtemps. Mais Karl m'a assuré que tout irait bien et m'a traité de ridicule et de paranoïaque. Cassandra a même proposé de loger chez une autre amie pendant mon absence, ce qui m'a fait culpabiliser de ne pas lui faire confiance. J'ai décidé de partir en voyage pour ne pas avoir l'air complètement folle et autoritaire,
mais je n'arrivais pas à me défaire de l'idée que quelque chose allait se passer pendant mon absence. Karl avait travaillé de longues heures ces derniers temps sur un gros projet, et il était épuisé, à s'endormir sur le canapé tous les soirs, épuisé, et ça m'inquiétait. À mon retour hier matin, Karl dormait encore, car il avait travaillé jusqu'à 3 heures du matin. Cassandra préparait le petit déjeuner et se comportait comme si de rien n'était. Elle était très gentille avec moi, n'arrêtait pas de me poser des questions sur mon voyage et de me proposer de me faire du café. Et tout cela me semblait un peu trop performatif, comme si elle surcompensait quelque chose, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Karl s'est réveillé vers midi et semblait aller bien lui aussi. Peut-être un peu plus fatigué que d'habitude. Mais il m'a dit que le projet avait été très stressant et qu'il était simplement content qu'il soit terminé. Nous avons déjeuné tous ensemble, et tout semblait si normal que j'ai commencé à me dire que j'avais peut-être été paranoïaque et qu'il ne s'était finalement rien passé pendant mon absence. Puis je me suis souvenu que nous avions des caméras de sécurité dans les parties communes de la maison, car il y avait eu des cambriolages dans notre quartier il y a quelques mois, et Karl les avait installés pour avoir l'esprit tranquille. Je les avais complètement oubliés, car nous ne regardions presque jamais les images, sauf en cas d'incident particulier, mais quelque chose m'a donné envie de regarder ce qui avait été enregistré pendant mon absence. J'ai attendu que Karl soit allé faire des courses et que Cassandra prenne une douche, puis j'ai ouvert l'application appareil photo de mon téléphone pour visionner les images de la veille. La plupart du temps, c'était des choses normales, comme Karl travaillant sur son ordinateur portable dans le salon, Cassandra regardant la télévision et dînant ensemble, tout cela paraissait assez innocent. Mais vers 1 heure du matin, je suis arrivé au moment où Karl s'est endormi sur le canapé, son ordinateur portable sur les genoux, complètement inconscient, comme s'il avait dû travailler des heures de folie. L'angle de la caméra montre tout le salon et le coin canapé. J'ai donc pu voir tout ce qui s'est passé ensuite, et j'essaie encore de digérer ce que j'ai vu. Cassandra est entrée dans le salon vêtue d'une de mes chemises de nuit. Pas son propre pyjama, mais précisément une de mes chemises de nuit en soie qu'elle n'avait pas le droit de porter. Elle est restée là quelques minutes à regarder Karl dormir. Puis elle a déplacé son ordinateur portable avec précaution, l'a posé sur la table basse et s'est assise à côté de lui sur le canapé, tout près de l'endroit où il dormait. Je regarde ces images et mon cœur bat la chamade, car je vois exactement ce qui se passe. Je sais que Karl est complètement inconscient et qu'il ignore sa présence. Cassandra commence à lui toucher les cheveux et le visage très doucement. Il ne se réveille pas du tout, tellement épuisé par le travail et probablement plongé dans un sommeil si profond qu'il ne remarquerait rien d'autre qu'un tremblement de terre. Puis elle se penche et l'embrasse, alors qu'il est complètement inconscient et incapable de consentir à ce qui se passe. Elle reste là pendant ce qui me semble une éternité, mais ce n'était probablement que quelques secondes. Puis elle l'embrasse à nouveau. Je regarde tout cela en temps réel sur mon téléphone, et j'ai la nausée. Le pire, c'est qu'elle sait pertinemment ce qu'elle fait, car elle regarde constamment autour d'elle pour s'assurer que personne ne la voit. Et elle fait tellement attention à ne pas le réveiller alors qu'elle agresse mon mari dans son sommeil. Ce n'était pas un moment innocent de confusion ou de gratitude. Et je n'arrive pas à croire que ma meilleure amie ait pu faire une chose pareille à moi et à Karl. Après le deuxième baiser, elle reste assise là un moment à le regarder dormir et à lui toucher le visage. Et je suis de plus en plus en colère, car c'est une véritable violation de la confiance, des limites et de la décence humaine la plus élémentaire. Finalement, elle se lève et retourne dans sa chambre. Karl ne se réveille pas, ne bouge pas et ne montre aucun signe de savoir ce qui s'est passé, ce qui confirme qu'il était complètement inconscient pendant toute la scène. Je suis resté assise là, les yeux rivés sur mon téléphone, pendant une vingtaine de minutes, à essayer de digérer ce que je venais de voir et de comprendre ce que j'étais censé en faire. Je n'arrêtais pas de penser à Cassandra, à son amie depuis tant d'années et à la façon dont elle était censée traverser ce terrible traumatisme avec son petit ami violent. Et elle profitait de mon hospitalité et de la vulnérabilité de mon mari pour assouvir un fantasme ou un plan malsain que je ne comprends toujours pas. Quand Karl est rentré de ses courses, je lui ai montré la vidéo sans explication ni avertissement, car je voulais voir sa réaction sincère et m'assurer qu'il était aussi choqué et dégoûté que moi. Il l'a regardé 2 fois et son visage est devenu complètement blanc. Il n'arrêtait pas de dire qu'il n'en avait aucune idée, qu'il était tellement désolé et qu'il se sentait mal que cela soit arrivé alors qu'il était inconscient. Sa réaction m'a convaincu qu'il n'était vraiment pas au courant et qu'il n'avait pas participé volontairement à ce qui s'était passé, ce qui était un soulagement, car je ne savais vraiment pas ce que j'aurais fait s'il avait été éveillé et consenti aux avances de Cassandra. Mais j'étais toujours furieuse que cela soit arrivé et que ma confiance ait été si complètement trahie par quelqu'un sur qui je pensais pouvoir compter.
nous avons décidé d'affronter Cassandra ensemble. Et quand elle est sortie de la salle de bain, nous étions tous les deux assis dans le salon à l'attendre avec des expressions sérieuses, et elle a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas car lui a montré la vidéo sur son téléphone et son visage a traversé une dizaine d'émotions différentes en l'espace de 5 secondes avant qu'elle ne se fixe sur cet air faux, confus et innocent. Elle a d'abord essayé de nier, disant que l'angle de la caméra était trompeur et qu'elle vérifiait juste que Karl était à l'aise, peut-être en train d'ajuster sa couverture ou quelque chose comme ça, ce qui était complètement, car on voyait clairement ses lèvres toucher les siennes sur la vidéo. Comme ça n'a pas marché, elle a commencé à dire qu'elle était somnambule et qu'elle ne se souvenait pas de l'avoir fait, ce qui était aussi un mensonge évident. Finalement, quand elle a compris qu'on ne croyait pas à ses excuses, elle a fondu en larmes et a dit qu'elle était tellement désolée, qu'elle ne comprenait pas ce qui lui avait pris et qu'elle se sentait si seule et perdue après tout ce qui s'était passé avec Lucas. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu que cela arrive et qu'elle ne ferait jamais rien qui puisse nuire à notre mariage. Et qu'elle était tellement reconnaissante envers nous de l'avoir aidée qu'elle a perdu ses sentiments. Mais je n'ai pas cru non plus à cette excuse confuse de gratitude, car ce que j'ai vu sur la vidéo était délibéré, pas une réaction émotionnelle spontanée. Elle avait mis ma chemise de nuit spécialement pour cette rencontre et avait pris soin de ne pas réveiller Karl, ce qui montre qu'elle savait pertinemment ce qu'elle faisait et que c'était mal. Je lui ai dit qu'elle devait faire ses valises et partir immédiatement, car je ne pouvais pas accueillir quelqu'un qui abuserait de mon mari alors qu'il était inconscient et vulnérable. Elle a commencé à supplier, disant qu'elle n'avait nulle part où aller et que Lucas pourrait la retrouver si elle n'avait pas d'endroit sûr où se cacher, mais j'en avais assez de la plaindre et de lui trouver des excuses. Karl m'a entièrement soutenu, disant qu'il se sentait violé et mal à l'aise, et qu'il ne pouvait plus lui faire confiance, surtout quand il dormait ou travaillait tard. Il a dit qu'il comprenait qu'elle traversait une période difficile, mais que cela ne lui donnait pas le droit de l'agresser alors qu'il était inconscient, et qu'elle devait trouver un autre endroit où loger immédiatement. Cassandra a fait ses valises en pleurant, en s'excusant et en essayant de nous serrer dans ses bras pour nous dire au revoir, mais nous n'en voulions pas et voulions juste qu'elle quitte la maison au plus vite. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle nous appellerait une fois installés quelque part et qu'elle espérait que nous pourrions arranger les choses et rester amis. Mais je lui ai dit que ça n'arriverait pas et qu'elle avait détruit notre amitié avec son comportement égoïste et dégoûtant. Après son départ, Karl et moi avons discuté pendant des heures de ce qui s'était passé et de ce que nous ressentions. Et je n'arrête pas de balancer entre la colère, la tristesse d'avoir perdu ma meilleure amie et le dégoût de ce qu'elle a fait. Karl n'arrête pas de s'excuser, même si ce n'était pas de sa faute, et de dire qu'il aurait aimé être plus attentif à son comportement et fixer de meilleures limites dès le début. Je m'en veux aussi d'avoir ignoré mon instinct alors que je savais que quelque chose clochait dans son comportement avec Karl, et de lui avoir trouvé des excuses alors qu'elle dépassait clairement les bornes et se comportait de manière inappropriée. J'aurais dû me fier à mon instinct et fixer des limites plus strictes, ou lui demander de partir avant que la situation n'en arrive à ce point. Mais j'ai laissé ma compassion pour sa situation obscurcir mon jugement. Maintenant, je suis assise là, incapable de dormir, à me demander si j'ai bien fait de la mettre dehors ou si j'aurais dû essayer d'arranger les choses, vu notre longue histoire commune. Mais je repense à cette vidéo et à la façon dont elle a embrassé mon mari inconscient, vêtu de mes vêtements, chez moi, après que je lui ai ouvert la porte au moment où elle avait le plus besoin d'aide. Et je sais que j'ai pris la bonne décision. Karl a été formidable tout au long de cette épreuve et ne m'a pas rendu folle ou paranoïaque en me méfiant du comportement de Cassandra. Même s'il ne l'a pas vu lui-même au début, il a été encourageant, compréhensif et en colère pour moi, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin de sa part en ce moment. Et cela m'a conforté dans l'idée que nous pouvons surmonter cette épreuve ensemble. J'imagine que je mets tout ça par écrit parce que j'ai besoin de digérer ce qui s'est passé et de trouver comment aller de l'avant, et peut-être d'obtenir le point de vue de personnes qui ne sont pas impliquées émotionnellement dans la situation. Je n'arrête pas de me remettre en question et de me demander si j'ai réagi de manière excessive ou s'il n'y avait pas une meilleure façon de gérer les choses. Mais chaque fois que je repense à ces images, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait pour protéger mon mariage et ma maison. Première mise à jour. Cela fait 3 jours que j'ai mis Cassandra à la porte, et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une mise à jour, car il s'est passé des choses inattendues, et j'essaie encore de comprendre ce que je dois en penser. J'ai lu tous les commentaires et messages, et je remercie tous ceux qui ont pris le temps de répondre et de me donner leur avis sur la situation. Beaucoup de gens ont demandé ce qui était arrivé à Cassandra après son départ, si elle était vraiment en danger à cause de Lucas ou si c'était aussi une partie de sa manipulation. Et honnêtement, je n'ai pas la réponse à cette question. Elle n'a pas essayé de me contacter directement depuis son départ, mais elle a appelé et envoyé des SMS à Karl, ce qui me met encore plus en colère, car elle devrait nous laisser tranquilles après ce qu'elle a fait.
Karl m'a montré les messages, et il s'agit surtout d'excuses répétées, de réaffirmations qu'elle comprend notre colère, mais qu'elle espère qu'on finira par lui pardonner et peut-être l'aider à trouver la voie à suivre. Elle n'arrête pas de dire qu'elle dort dans un motel miteux en ce moment, mais que ce n'est pas sûr, qu'elle a peur que Lucas la retrouve et qu'elle ne sait pas quoi faire sans notre soutien et notre amitié. Mais c'est là que les choses deviennent bizarres et je ne sais pas trop quoi penser de ça. Hier, j'étais au travail et j'ai reçu un appel de ma voisine qui habite en face et qui habite dans le quartier depuis une trentaine d'années. Elle sait donc tout et tout le monde dans le coin. Elle m'a dit avoir vu un homme garé devant chez nous dans une berline sombre pendant plusieurs heures la veille, et il semblait surveiller notre maison et prendre des photos. Ma voisine m'a dit qu'elle avait failli appeler la police parce que ça lui semblait suspect, mais l'homme est parti, et elle n'était pas sûre que ce soit inquiétant. Elle l'a décrit comme grand, brun, et peut-être dans la trentaine, ce qui pourrait correspondre à Lucas d'après ce que Cassandra m'avait dit de lui, mais ça pourrait aussi être n'importe qui, et je suis peut-être simplement paranoïaque à cause de tout ce qui se passe. J'en ai parlé à Karl en rentrant et il a dit qu'on devrait probablement installer plus de caméras de surveillance et peut-être changer nos serrures, juste pour être en sécurité, ce qui semble une bonne idée, que l'homme que mon voisin a vu soit Lucas ou juste un inconnu. Mais je me demande si Cassandra disait vrai en disant qu'il était dangereux et si ma décision de la mettre dehors aurait pu nous mettre en danger aussi. Puis ce matin, j'ai reçu un SMS d'Erika, la sœur de Cassandra, que j'ai rencontrée plusieurs fois au fil des ans, mais que je ne connais pas vraiment. Erika m'a dit que Cassandra l'avait appelée en pleurs et lui avait raconté comment Karl et moi l'avions mise à la porte à cause d'un malentendu. Elle avait peur, ne savait où aller et avait besoin d'aide, mais ne pouvait pas expliquer exactement la cause du malentendu. Erika m'a demandé de l'appeler car elle voulait comprendre ce qui s'était réellement passé et peut-être trouver une solution pour assurer la sécurité de Cassandra tout en respectant nos limites. Je ne l'ai pas encore rappelé, car je ne suis pas sûr d'avoir envie d'entrer dans les détails avec quelqu'un qui m'est pratiquement inconnu et qui pourrait de toute façon ne pas me croire si Cassandra lui a déjà menti. Mais j'ai peur que Cassandra raconte une version des faits qui l'a fait passer pour la victime et qui nous fait passer, Karl et moi, pour des personnes horribles qui ont abandonné notre ami dans le besoin. Peu m'importe ce que pensent les inconnus, mais je m'inquiète pour nos amis communs et je me demande si Cassandra pourrait essayer de les retourner contre nous avec une histoire de soba sur les mauvais traitements que nous lui avons infligés. Karl pense que je devrais rappeler Erika et lui dire la vérité sur ce qui s'est passé, y compris lui montrer les images de sécurité si nécessaire, car il dit que les gens méritent de savoir qui est vraiment Cassandra avant de la laisser entrer chez eux et de se mettre en danger. Je ne suis pas sûr de vouloir m'impliquer dans ce drame, mais je ne veux pas non plus que Cassandra continue à manipuler les gens et à faire la même chose à d'autres couples. L'autre chose qui me tracasse, c'est que je n'arrête pas de penser à notre amitié et à tous les bons moments que nous avons passés ensemble au fil des ans, et de me demander si tout cela était réel ou si Cassandra a toujours été aussi manipulatrice et égoïste que je ne l'avais jamais remarqué auparavant. J'ai parcouru de vieilles photos et de vieux messages pour voir s'il y avait des signaux d'alarme que j'aurais manqués. Mais tout semblait normal et authentique à l'époque. Peut-être qu'elle a vraiment changé après l'incident avec Lucas, et un traumatisme peut pousser les gens à faire des choses qu'ils ne feraient pas normalement. Ou peut-être qu'elle a toujours été comme ça et qu'elle s'en sortait mieux avant de se retrouver dans une situation désespérée. Quoi qu'il en soit, cela n'excuse pas ce qu'elle a fait, mais cela pourrait m'aider à comprendre comment quelqu'un en qui j'avais une confiance absolue a pu me trahir à ce point. Karl et moi avons beaucoup parlé de confiance, de limites et de comment nous protéger des personnes qui pourraient abuser de notre générosité à l'avenir. Nous sommes tous deux naturellement serviables et souhaitons soutenir nos amis lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Mais cette situation nous a fait prendre conscience que nous devons être plus prudents quant à qui nous laissons entrer chez nous et dans nos vies. Les images de surveillance sont vraiment la seule raison pour laquelle j'ai pu prouver ce qu'elle a fait et protéger Karl d'une fausse accusation si elle avait tenté de prétendre qu'il s'était passé quelque chose entre eux de manière consentie. Sans ces preuves, cela aurait été sa parole contre la nôtre. Et qui sait comment cela aurait pu tourner ou quel dommage elle aurait pu causer à notre mariage avec ses mensonges et sa manipulation? Pour l'instant, je pense que nous allons simplement nous concentrer sur l'avenir et reconstruire notre sentiment de sécurité et de confiance dans notre foyer et notre relation. Nous prévoyons de prendre de petites vacances ensemble le mois prochain pour échapper à tous ces drames et renouer en tant que couple, ce qui, je pense, sera bénéfique pour nous deux après tout ce que nous avons traversé. Deuxième mise à jour. Bon, ça fait 2 semaines que je n'ai pas donné de nouvelles, et il faut vraiment que je mette ça par écrit, car la situation est devenue bien plus étrange et compliquée que je ne l'aurais imaginé. Je me disais que j'en avais fini avec Cassandra, et puis quelque chose d'autre se produit qui me replonge dans son drame, et j'en ai vraiment marre. Tu te souviens quand j'ai mentionné qu'Erika, la sœur de Cassandra,
m'avait envoyé un texto pour me demander ce qui s'était passé et pour mieux comprendre la situation. Eh bien, j'ai décidé de la rappeler après en avoir parlé avec Karl, car on s'est dit qu'il valait mieux dire la vérité plutôt que de laisser Cassandra contrôler le récit et potentiellement manipuler d'autres personnes pour qu'elle l'aide. Erika a semblé vraiment choquée quand je lui ai raconté ce qui s'était passé et je lui ai demandé si je pouvais lui envoyer les images de surveillance pour qu'elle puisse voir par elle-même. J'ai d'abord hésité, car ça me semblait bizarre de partager quelque chose d'aussi personnel et choquant. Mais Karl a dit qu'on devrait le faire, car Erika avait besoin de comprendre la gravité du comportement de Cassandra et à quel genre de personne elle avait affaire. Quand Erika a vu la vidéo, elle est restée silencieuse un long moment, puis elle a commencé à poser des questions sur le comportement de Cassandra avant cet incident et à me demander si nous avions remarqué d'autres signaux d'alarme. Je lui ai parlé du vol de proximité, du flirt inapproprié et de la façon dont Cassandra manipulait les situations pour être seule avec Karl. Erika a soupiré et m'a dit qu'elle n'était pas vraiment surprise. Apparemment, ce n'est pas la première fois que Cassandra agit de la sorte. Erika m'a également parlé de 2 autres situations au fil des ans où Cassandra avait eu des relations avec des hommes mariés ou en couple, ce qui avait causé des problèmes. L'une concernait le mari de leur cousine, avec qui Cassandra avait eu une liaison qui avait brisé leur mariage, et une autre qu'elle refusait d'expliquer. Erika a dit qu'elle espérait que Cassandra avait dépassé ce comportement, mais visiblement non, et elle s'est excusée de ne pas m'avoir prévenu plus tôt, car elle n'avait su que Cassandra restait avec nous qu'après tout ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle se sentait mal de nous avoir mis dans cette situation. Mais c'est là que ça se complique vraiment, et j'essaie encore de comprendre. Erika m'a aussi confié avoir des doutes sur le récit de Cassandra concernant Lucas et sur la gravité de la situation. Elle m'a dit que Cassandra avait l'habitude d'exagérer, voire d'inventer des situations dramatiques pour attirer l'attention et la sympathie des gens, surtout lorsqu'elle voulait quelque chose. Erika ne disait pas que Lucas n'était absolument pas violent ou que Cassandra méritait d'être blessée, mais elle a dit qu'il y avait des incohérences dans le récit de Cassandra qui ne collaient pas, et qu'elle soupçonnait Cassandra d'avoir utilisé le récit des abus pour manipuler les gens et les amener à l'aider et à s'apitoyer sur son sort. J'ai demandé à Erika si elle pensait que le bleu que j'avais vu sur le bras de Cassandra le soir où elle est venue nous voir était réel ou faux. Erika a répondu que Cassandra était tout à fait capable de se faire du mal si cela pouvait l'aider à vendre son histoire et obtenir ce qu'elle voulait. L'idée que quelqu'un puisse prétendre être victime de violences conjugales me révulse tellement que j'avais du mal à y croire. Mais vu tout ce que Cassandra avait fait, cela ne semblait pas impossible. Karl était encore plus en colère que moi quand je lui ai raconté les paroles d'Erika, car il avait l'impression que Cassandra avait manipulé son instinct naturel de protection des femmes en danger et l'avait utilisé contre lui pour accéder à notre maison et à notre relation. Il m'a dit que ça le rendait malade de penser que nous avions ouvert notre porte à quelqu'un qui jouait avec un problème aussi grave juste pour obtenir ce qu'elle voulait. C'était déjà beaucoup à digérer. Mais hier, un événement s'est produit qui a rendu la situation encore plus compliquée et, franchement, effrayante. Je rentrais du travail vers 18h. En entrant dans notre allée, j'ai remarqué la même berline sombre que celle décrite par mon voisin, garée à environ un demi-pâté de maison de chez nous, avec quelqu'un assis au volant. Je ne voyais pas bien la personne à cause de la distance et de l'angle, mais quelque chose dans toute cette situation me rendait nerveuse. Alors, au lieu de sortir de ma voiture, j'ai appelé Karl et lui ai raconté ce que je voyais. Il m'a dit de rester dans la voiture et de verrouiller les portes pendant qu'il regardait par la fenêtre pour mieux voir la personne et sa plaque d'immatriculation. Pendant que nous étions au téléphone, la voiture a soudainement démarré et s'est éloignée rapidement, comme si la personne avait compris qu'elle avait été repérée et ne voulait pas rester pour être identifiée. Karl a obtenu un numéro de plaque d'immatriculation partielle, mais pas assez pour être vraiment utile. Nous avons donc décidé d'appeler la police et de signaler une activité suspecte, juste pour l'enregistrer au cas où quelque chose d'autre se produirait. Le policier venu prendre le rapport était plutôt gentil, mais ne semblait pas trop inquiet de voir quelqu'un garé dans une voiture sur la voie publique, car il n'avait rien fait d'illégal ou de menaçant. Il a dit qu'il renforcerait les patrouilles dans notre quartier au cours des prochains jours et que nous devrions appeler immédiatement si nous revoyions la voiture ou si quelque chose de suspect se produisait. Après le départ de l'agent, Karl et moi avons discuté pour savoir si Lucas cherchait vraiment Cassandra ou si c'était quelqu'un d'autre. Nous avons réalisé que nous manquions d'informations pour trancher. Si c'était Lucas, alors l'histoire de Cassandra selon laquelle il était dangereux était peut-être vraie, même si elle avait menti sur d'autres détails. Mais si ce n'était pas lui, nous étions peut-être confrontés à un tout autre problème. J'ai décidé d'envoyer un SMS à Cassandra pour lui demander directement si elle avait donné notre adresse à Lucas ou s'il y avait une raison pour qu'il sache où nous habitions et la cherche chez nous.
Je ne voulais pas la contacter, mais j'avais le sentiment que nous devions savoir si sa situation nous mettait en danger, et je ne voyais aucun autre moyen d'obtenir cette information. Cassandra a répondu quelques minutes plus tard en disant qu'elle n'avait jamais dit à Lucas où nous habitions et qu'elle avait pris grand soin de ne pas se laisser suivre par lui la nuit où elle était venue chez nous. Elle a ajouté qu'elle séjournait dans un autre motel et qu'elle n'avait pas mis les pieds dans notre quartier depuis que nous l'avions mise à la porte. Et elle était désolée si quelqu'un nous importunait, mais ce n'était pas sa faute et cela n'avait aucun rapport avec sa situation avec Lucas. Puis elle a dit quelque chose qui m'a vraiment dérangé, elle avait repensé à notre amitié et à tout ce qu'elle comptait pour elle. Elle espérait qu'on finirait par arranger les choses et passer à autre chose, car on lui manquait et elle savait qu'on était des gens bien qui comprendraient si elle pouvait mieux s'expliquer. Le fait qu'elle essayait encore de manipuler la situation et de faire comme si c'était un petit malentendu m'a de nouveau mis en colère. J'ai montré ces messages à Karl et il a dit qu'on devrait bloquer complètement son numéro, car tout contact avec elle ne ferait que l'encourager à s'immiscer dans nos vies et qu'il fallait lui faire comprendre qu'il n'y avait aucune possibilité de réconciliation ou de pardon. C'est ce qu'on a fait et je me suis senti beaucoup mieux après avoir coupé ce dernier moyen de communication. Je suis toujours inquiète pour la voiture, je me demande si on est vraiment en sécurité ou s'il y a quelque chose que nous ignorons qui nous met en danger. Karl pense qu'on devrait installer plus de caméras de surveillance et peut-être un système d'alarme pour la maison, juste pour plus de sécurité. Et je pense qu'il a probablement raison, même si ça me semble injuste de devoir dépenser de l'argent et changer nos vies à cause du drame de Cassandra. Tout ça m'a fait réaliser à quel point je savais peu de choses sur Cassandra, malgré mes années d'amitié avec elle. Et ça me fait remettre en question mon jugement sur les gens en général. Si j'ai pu me tromper à ce point sur quelqu'un que je croyais bien connaître, comment puis-je me fier à mon instinct pour quelqu'un d'autre? Et comment me protéger, moi et Karl, des gens qui pourraient avoir des intentions cachées ou de mauvaises intentions? J'ai du mal à dormir ces derniers temps, car le moindre bruit me fait craindre que quelqu'un essaie de rentrer par effraction ou que le conducteur de la voiture s'en prenne à nous. Karl a été formidable pour me rassurer et s'assurer que toutes les portes et fenêtres soient bien verrouillées. Je ne pense pas que je publierai d'autres mises à jour sur cette situation à moins que quelque chose d'important ne se produise, car en ce qui me concerne, c'est terminé.